Chers Thaï, chers frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui nous sommes le 29 octobre l'an 2014. Nous sommes dans la retraite pour les enseignants et les personnes qui travaillent dans l'éducation. Nous sommes au Hameau Nouveau, dans la salle de méditation Pleine Lune. Vous venez d'écouter le chant des 3 refuges. Et dans notre tradition, nous parlons beaucoup des 3 joyaux. Une de mes premières leçons, ce que j'ai appris dans notre tradition, c'était à propos des 3 joyaux. Le premier joyau est l'enseignant. Je vais écrire sur le tableau. Le deuxième joyau est l'enseignement. Et le troisième joyau, ce sont les amis. Je n'arrive même pas à tirer le bouchon. Mes mains sont tellement moites. Normalement, mon écriture est plus belle. Mais là, ma main trempe. C'est pour ça. Alors, l'enseignant. Bien, les enseignements. Et les amis. Au fait, je devais écrire les enseignants parce que nous tous, nous avons nos enseignants. Nous n'avons pas seulement un enseignant. Alors, les enseignants. Alors, dans notre tradition, notre premier enseignant, on dit d'origine, est le Bouddha. Mais à part notre premier enseignant, nous avons encore beaucoup d'autres enseignants. Et c'est pour ça que je mets les enseignants. L'enseignant, dans notre tradition, est l'éveillé, la personne qui nous transmet, qui nous éveille. Et quand nous parlons de l'enseignant, quand nous entendons parler de l'enseignant, tout de suite nous pensons au transmetteur des connaissances, n'est-ce pas? Je me souviens, quand j'étais encore très petite, il y avait encore peu de livres et les livres étaient très 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 précieux. Il n'y avait pas encore l'Internet. Et la génération de mes parents, il y avait encore moins de livres. Et pour copier les connaissances, on n'avait pas les photocopieuses. Les élèves, les étudiants, tout le monde devait recopier à la main. Et encore plus dans le vieux temps, il n'y avait même pas de papier. Et nos anciens textes étaient recopiés sur les feuilles de palmier. C'est seulement après l'invention du papier. Et dans le vieux temps, l'enseignant jouait un rôle très 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 important parce que la transmission des connaissances
était la plupart du temps orale, et puis ensuite par les enseignants, parce qu'il y avait très peu de livres, très peu de textes à notre disposition. Et dans l'orientation au Hameau Nouveau, je vous disais aussi que le rôle des enseignants était très, très, très important. Au Vietnam, on dit souvent que nos parents nous offrent ce corps, mais ce sont nos enseignants qui nous offrent le savoir, les connaissances. Et aujourd'hui, avec l'Internet, les connaissances, les informations sont partout, sont abondantes. Les livres sont pleins. Il y a aussi les livres, les e-books, comment on dit ça, les livres électroniques. On n'a qu'à taper sur Google et puis on a toutes les informations dont on a besoin. Alors, est-ce que les enseignants aujourd'hui, le rôle des enseignants est moins important qu'autrefois? Vous avez raison, non. Parce que le premier jour, quand Tai nous a offert son enseignement, Tai a dit que les enseignants ne sont pas les transmetteurs des connaissances, mais des visions profondes. Et aujourd'hui, dans cet océan d'informations et de connaissances, nous avons vraiment besoin des personnes qui nous guident, qui font le triage. Quelles informations, quelles connaissances dont nous avons vraiment besoin pour nous épanouir, pour nous nourrir, pour grandir. Dans notre tradition, nous avons toujours, dans notre tradition bouddhiste, nous avons toujours besoin d'un enseignant pour, si nous voulons avancer sur notre chemin, parce que l'enseignant nous connaît profondément, l'enseignant nous connaît vraiment nos besoins et il nous offre vraiment les enseignements appropriés pour nos besoins, pour notre niveau. Et l'enseignant joue aussi le rôle du père. Quand je parle de cet océan d'informations et des connaissances, je pense tout de suite aux nutriments. Pour qu'une personne vive, on a besoin de la nourriture pour nous nourrir. Sans la nourriture, nous ne pouvons pas continuer à vivre. Et nous avons plusieurs sortes de nourriture. Nous avons 4 sortes de nourriture. Nous avons la nourriture comestible qu'on absorbe par la bouche. Pour notre bien-être, nous devons être très attentifs à ce que nous absorbons par la bouche. Si cette nourriture nous nourrit, si cette nourriture est saine ou bien elle est toxique. Ensuite, il y a la nourriture des sensations, des impressions sensorielles que nous absorbons à travers nos yeux, nos oreilles, notre nez, nos pensées, notre conscience. Alors ici, on absorbe seulement par une seule voie qui est la bouche, tandis que cette nourriture, nous absorbons avec notre 5 sens. Et donc, cette nourriture est beaucoup plus importante que celle-ci, parce que nous l'absorbons 24 heures sur 24.
Et si cette nourriture est saine, elle nous nourrit, elle nous aide à nous épanouir. Si cette nourriture est pleine de violence, de haine, de désespoir, elle nous fait plonger dans l'enfer. Elle nous détruit. Et nous vivons à une époque où nous avons tout un océan de connaissances et d'informations qui entrent à travers nos yeux, sur les écrans, et puis qui entrent par nos oreilles. Et l'enseignant peut guider les élèves, les étudiants, son entourage à absorber une nourriture saine pour l'épanouissement, pour le développement. Et pour pouvoir faire ça, nous avons besoin de la vision profonde. Comme Tai a dit, la vision profonde, c'est quelque chose que nous pouvons produire avec la pleine conscience et le regard profond. À notre époque, les connaissances sont pleines, abondantes ou parfois trop, et nous avons vraiment besoin de la vision profonde pour faire le triage, pour notre épanouissement. Et puis, la troisième nourriture est la nourriture c'est la volition. Volition est notre désir profond, notre aspiration profonde. Qu'est-ce que nous voulons faire dans notre vie? Si nous voyons clairement ce que nous voulons dans notre vie, ça nous aide à avancer, à avoir de l'énergie pour nous avancer. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie de vivre parce qu'ils ne trouvent pas de sens dans la vie. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec leur vie. C'est pour ça, ça aussi, c'est une sorte de nourriture qui nous apporte beaucoup d'énergie. Et la quatrième est la conscience. Conscience ici est la conscience collective. Quand nous vivons dans un environnement, nous et notre entourage, les personnes qui nous entourent, ensemble, nous créons une conscience collective. Parce que nous vivons dans l'inter-être, nous échangeons sans arrêt les paroles, les pensées, et ensemble, nous créons une conscience collective. Et cette conscience collective peut nous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de joie de vivre, ou bien ça peut nous apporter beaucoup de désespoir, de tristesse, de dépression. Et ces quatre nourritures sont interconnectées. Nous écrivons clairement pour voir clairement, mais elles intersont. La deuxième nourriture ici joue beaucoup sur la volition, sur la conscience collective ou la conscience tout court. Et la volition ou notre volition ou notre conscience nous pousse vers une sorte de nourriture que nous voulons absorber, que nous voulons consommer parmi ce que nous voyons, ce que nous regardons ou ce que nous écoutons. C'est pour ça, s'il y a trop de choses à regarder, nous pouvons focaliser sur une seule nourriture, et si nous
regardons profondément, si nous sommes très attentifs à ce que nous consommons comme nourriture, juste nous regardons profondément et tout doucement, nous verrons que, en même temps, nous regardons aussi les autres nourritures parce que c'est l'inter-être. Notre corps et notre esprit sont deux aspects d'une même réalité. Et donc, ce que nous absorbons dans notre conscience affecte notre corps. Ce que nous absorbons, ce que nous ingérons dans notre corps affecte aussi notre mental, notre conscience. Alors donc, sur l'Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations et de connaissances qui sont nuisibles, qui sont toxiques. Et avec la vision profonde, l'enseignant peut aider beaucoup les élèves, les étudiants, leur entourage dans cette pratique de la pleine conscience de la consommation. Surtout ça. Ça, c'est très important. Et si l'enseignant transmet la vision profonde est le fruit du regard profond, le fruit des expériences vécues. Et si l'enseignant transmet sa vision profonde, elle transmet aussi sa vie. Parce que ce sont ces expériences vécues et non pas les connaissances tirées des livres ou de l'ordinateur. Et quand l'enseignant transmet sa propre vie, naturellement, l'enseignant devient la grande sœur, le grand frère, ou le père, ou la mère. Parce que c'est sa vie, ses expériences vécues que l'enseignant transmet. Dans notre tradition, l'enseignant signifie, en vietnamien, en chinois, ça signifie père. Et c'est ce que nous pouvons vraiment sentir. Il y a juste 3 jours, quand Thay, pendant cette période difficile, Thay est malade et Thay est toujours entourée par ses intendants. Et une fois, Thay a dit que quand un frère m'aide à me lever, il me prend dans ses bras pour que je puisse me lever. Je sens un sentiment, je me sens tellement proche de lui, comme si c'est moi qui lui ai mis au monde. Et il se demande si, dans la vie, les pères et les fils ont vraiment ce sentiment. Mais Thay sent vraiment que c'est lui, que Thay, qui a mis au monde ce frère. Le sentiment est tellement proche, plein d'amour. Et nous, ces étudiants, c'est à travers lui que nous avons appris comment aimer, comment prendre soin de nos parents. Et beaucoup d'entre nous, après un certain temps de pratique, nous retournons à notre famille et nous savons comment aimer nos parents, prendre soin de nos parents. Et souvent, l'enseignant, j'ai entendu dans les partages du Dharma, souvent l'enseignant joue aussi le rôle des amis. L'enseignant peut jouer avec, se sent très proche, et peut jouer aussi avec les élèves, les enfants, les jeunes,
si on vit avec la totalité de son être et non pas seulement avec ce niveau, alors l'enseignant est à la fois père, ami, ou grand frère, ou grande sœur, ou mère. Je me souviens, quand j'étais encore au Vietnam, quand notre professeur est tombé malade, nous, les élèves, on lui rendait toujours visite. Et une fois, j'étais malade, et mon maître d'école est venu chez moi pour me rendre visite aussi. Et puis, aussi les camarades de classe rendent visite leurs camarades quand il est malade ou elle est malade. Et en France, j'avais aussi un professeur de piano. En dehors des classes, on se téléphonait. Et chaque fois à Noël, je lui écrivais aussi des cartes. Et ma sœur qui vit aux États-Unis aussi, elle a un professeur de musique. Maintenant, il est très âgé, il a un cancer. Et avec ma sœur, avec ses autres amis, à tour de rôle, elle lui rendait visite, elle lui faisait des courses, elle lui apporte de la nourriture. Et j'espère que ça continue. C'est tellement beau vraiment les enseignants et les étudiants qui ont des relations très étroites comme ça, il faut que ça continue. Mais c'est ce qui se passe très naturellement. Très naturellement. J'ai pris des notes pour rien oublier. Et quand l'enseignant transmet sa vision profonde, la vision profonde est... Tout à l'heure, je vous ai dit que la vision profonde est le fruit du regard profond sur le savoir, sur les connaissances. Et un enseignant qui transmet la vision profonde, il reflète son savoir, il reflète ses connaissances. Et on peut voir, on peut sentir sa vision profonde dans sa vie, dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher. Et c'est pour ça que notre maître nous rappelle toujours que tu ne peux pas enseigner avec les mots, tu dois enseigner avec ta vie, avec ta manière de marcher, avec ta manière de parler. Et ça me fait penser à l'histoire du Bouddha. Avant son éveil, une fois, il a marché dans la ville. Il mendiait sa nourriture dans la ville. Et sa manière de marcher arrêtait tout le monde dans la rue. Tout le monde s'arrêtait pour le regarder. Parce que dans cette manière de marcher, il y a toute une énergie de paix, de calme, de liberté que les autres peuvent sentir tout de suite. Et le roi Bimbisara, il était là, il passait, et quand il a vu ce moine marcher comme ça, rien que de voir sa façon de marcher, le roi savait que lui, il peut être mon enseignant. Et le roi ne voulait pas, il sentait un grand respect pour ce jeune homme. À cette époque, le Bouddha il n'était pas encore Bouddha, mais il était encore jeune, il n'était pas encore éveillé.
Et le roi sentait tellement de respect qu'il n'osait pas déranger cette personne. Et il le suivait de loin jusqu'à ce qu'il termine sa marche, sa mendicité. Et quand le Bouddha est retourné à la forêt, le roi s'est approché de lui pour lui demander d'être son maître. Le roi a demandé à ce jeune homme d'être son maître parce que le roi savait que j'ai trouvé mon maître, je vois que lui, il est mon maître. Et le Bouddha a refusé, il a dit que je n'ai pas atteint l'éveil. Je suis encore sur le chemin, mon chemin de pratique. Je suis désolée, mais j'ai besoin encore du temps pour pratiquer, pour atteindre l'éveil total. Le roi a insisté. Et le roi a dit, venez dans mon pays, venez dans mon palais pour être mon maître et je peux partager la moitié de mon royaume. Et comme ça, vous serez roi de la moitié de mon royaume et comme ça, on est voisins, on sera voisins. Et le Bouddha m'a dit, non, je sais ce que je veux, je n'ai pas besoin de tout ça. Ce que j'ai besoin, c'est la pratique parce que je veux éteindre l'éveil total pour réduire, pour aider, pour souffrir moins et aider les autres à souffrir moins. Et après avoir insisté en vain, le roi a demandé au Bouddha, quel est votre nom? Vous venez de quel pays? De quel royaume? Vous êtes de quelle lignée? Et le Bouddha a répondu, je fais partie de la lignée Shakya et mon père est le roi Suddhodana. Et roi Bimbisara était très surpris. Oh, vous êtes prince, vous avez aussi votre royaume et je ne savais pas. J'ai cherché à vous convaincre j'ai cherché à vous retenir dans mon pays et j'ai utilisé mon territoire pour vous convaincre. Qu'est-ce que je suis ignorant, je vous demande pardon. Le roi était tellement inspiré par le Bouddha et il savait qu'il ne pouvait pas insister et donc il a demandé au Bouddha de revenir l'enseigner quand le Bouddha sera complètement éveillé. Et plus tard, le Bouddha a atteint l'éveil complet, il a eu beaucoup de disciples et parmi ses disciples, Shariputra était un grand disciple, un grand frère dans sa communauté monastique. Et avant de rencontrer le Bouddha, Shariputra avait un autre maître qui s'appelait Sanjaya. Et Shariputra était aussi très brillant. Il était le grand frère de cette communauté de son maître. Et plus tard, quand le Bouddha a eu beaucoup de disciples, une fois Shariputra dans la rue aussi, il a vu un moine marcher dans la mendicité en mendiant la nourriture. Et rien de voir sa façon de marcher, Shariputra était complètement impressionné. Il a suivi aussi ce moine pour lui demander « Qui est votre maître et qu'est-ce qu'il vous enseigne ?» Et ce moine s'appelait Kondana. Il était un des 5 premiers disciples du Bouddha. Et
Kondana lui a répondu « Oh, mon maître m'enseigne beaucoup, mais je ne peux pas vous répéter, je ne peux pas vous résumer en quelques mots. Il faut aller voir mon maître si vous voulez écouter son enseignement. » Mais Shariputra ne pouvait pas attendre. « S'il vous plaît, dites-moi juste quelques phrases, quelques mots pour résumer l'enseignement que vous avez reçu. » Alors, Kondana ne pouvait pas dire non, alors il a résumé en quelques mots. Mon maître m'a enseigné l'interdépendance des choses. Toute chose dans cette vie se manifeste à cause de l'interdépendance. Et toute chose dans cette vie cesse de se manifester à cause de l'interdépendance. Et ayant entendu ça, Shariputra était éveillé, il était tout content, il est retourné chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à son ami le plus proche. « J'ai trouvé mon enseignant, j'ai trouvé notre enseignant, viens avec moi. Viens avec moi. » Et les deux sont allés voir le Bouddha. Mais avant de quitter leur maître, Sanjaya, les deux frères sont allés voir leur maître pour lui dire au revoir. Et comme ce sont les deux disciples les plus brillants, le maître était très très triste. « Non, ne partez pas, restez avec nous. Si vous partez, qui va s'occuper des 250 étudiants ici ?» Le maître a insisté 3 fois, mais Shariputra et son meilleur ami, qui est Modgaladhyana, ont dit non, nous avons trouvé quelqu'un, nous devons y aller. Et le maître a dit, et si vous restez ici, je vais vous laisser tous mes étudiants. Vous allez devenir leur maître, vous allez devenir le leader de cette communauté. Et les deux frères disent, non, nous ne cherchons pas à être leader. Nous cherchons la vision profonde, l'éveil. Et c'est ainsi qu'ils sont partis et les 250 autres frères les ont suivis. Et ils sont tous devenus étudiants du Bouddha. Je vous raconte ces deux histoires juste pour nous rappeler que rien que notre façon de marcher peut déjà enseigner beaucoup. Et c'est pour ça, au village des pruniers, Thaï nous rappelle toujours de la pratique de la marche méditative. Si vous quittez cette retraite, vous rentrez chez vous et vous maîtrisez une seule pratique, qui est la pratique de la marche méditative, ça va vous transformer, ça va transformer votre vie, ça va transformer votre carrière. Parce que nous nous déplaçons tout le temps dans la journée. Et si nous savons profiter de chaque instant pour revenir à nous-mêmes, revenir à la respiration consciente, pour nous calmer, pour cultiver notre clarté d'esprit, pour cultiver la vision profonde, alors c'est déjà rien que cette pratique peut nous aider énormément. Et Thaï, notre maître, a pratiqué depuis plus de 70 ans et tous les jours, il continue à pratiquer ça parce qu'il voit le bénéfice, il voit le fruit tout de suite pendant la marche. Et ça nous nourrit, ça nous aide et c'est aussi un enseignement que nous offrons à nos élèves, à nos étudiants. Rien que de voir notre façon de marcher, rien que de sentir notre énergie,
les élèves, les étudiants ont confiance en nous. Nous avons beaucoup de chance quand nous avons un enseignant qui enseigne ce qu'il fait, ce qu'il dit. Mais notre enseignant, notre maître nous dit souvent que nous avons beaucoup d'enseignants dans notre vie. Et il y a les enseignants qui font ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent. Il y en a d'autres, non, ou moins. Mais si nous sommes intelligents, nous regardons, si nous sommes intelligents, nous ne sommes pas affectés par la personne, mais nous pouvons profiter pleinement de l'enseignement. Je dis par exemple, moi, je tremble encore devant vous. J'ai mes mains moites, j'ai mon cœur qui bat et je parle de calmer l'émotion. Mais quand vous m'écoutez, vous ne faites pas attention à moi, mais vous faites attention à l'enseignement et vous voyez que cet enseignement va vous aider. Alors, vous pouvez profiter pleinement de l'enseignement, mais la personne qui ne reflète pas l'enseignement ne vous affecte pas. Et ainsi, vous pouvez profiter pleinement de l'enseignement. Et il y a l'exemple l'exemple de cette pratique, c'est quand nous voyons une poubelle et au fond de la poubelle, nous voyons un diamant. Alors, donc, ça ne nous gêne pas des ordures. Nous pouvons mettre notre main dans la poubelle pour prendre le diamant. Et l'enseignement doit être appliqué dans la vie. Ce que nous apprécions beaucoup quand nous apprenons, ce que nous apprenons de notre maître, c'est qu'il cherche toujours à trouver le sens et le moyen d'appliquer ce qu'il enseigne. Parfois, il nous raconte une histoire que tous les Vietnamiens connaissent, les contes ou les histoires, mais en racontant l'histoire, Thầy transforme l'histoire et il met la pratique dans cette histoire et ainsi on peut appliquer, on peut mettre en pratique son enseignement. Par exemple, l'histoire que beaucoup d'entre vous avez entendue, c'est l'histoire de Monsieur Trương et la dame Nam Sương. Oui. L'histoire originale était différente, était une histoire dramatique, très dramatique. C'est un jeune couple. Pendant la guerre, le papa a dû partir en guerre et la maman est restée chez elle pour élever seule son fils. Et au retour, le papa a été très content de voir son fils. Mais à cause d'un malentendu, l'enfant a dit que vous n'êtes pas mon papa est quelqu'un qui vient chez nous tous les soirs et qui, chaque fois que maman s'assoit, il s'assoit et maman lui parle longuement pendant des heures et chaque fois que maman s'allonge, il s'allonge. Et ayant entendu ça, le père est devenu un iceberg, il ne parle plus à sa femme, il est envahi par la jalousie, par la haine, qui ne parle plus à sa femme. Les enfants disent toujours la vérité. Il n'a pas besoin de vérifier, de parler à sa femme. Et il a quitté la maison.
Il est allé au bar pour boire et pour rentrer chez lui complètement ivre. Et 3 jours après, la jeune femme n'en pouvait plus. Les retrouvailles étaient tellement... elle était tellement contente de revoir son mari, mais après quelques heures, son mari a complètement changé, elle n'a rien compris. Et au bout de 3 jours, elle n'en pouvait plus, elle s'est suicidée en se jetant dans la rivière. Et l'histoire était une histoire dramatique, mais quand Tai nous a raconté, il a parlé de la perception fausse. Nous sommes toujours sûrs de nos perceptions. Nous ne cherchons pas à vérifier si ce que nous savons est vrai ou non. Nous sommes tellement sûrs et nous causons la souffrance à nous-mêmes et aux autres. Et c'est pour ça, hier, Ce Chung Krom nous a parlé des mantras. Est-ce qu'elle vous a parlé du mantra « Chérie, je souffre, s'il te plaît, aide-moi » Voilà. Et avec cette histoire, Tai nous a enseigné ces mantras. Et il faut toujours vérifier nos perceptions. Il faut toujours chercher à restaurer la communication pour pouvoir vérifier, pour ne pas souffrir à cause d'une perception fausse, pour ne pas causer la souffrance à nous-mêmes et aux autres. Et c'est pareil, dès que Tai enseigne quelque chose, Tai pose toujours la question, est-ce que c'est appliqué dans la vie? Est-ce que ça nous aide à souffrir moins? Est-ce que ça nous aide à être plus heureux? Je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu la chance de visiter aux États-Unis, l'Institut de technologie de Massachusetts, MIT. Et on m'a raconté des choses comme... tôt le matin, parfois, on va dans l'institut et puis on voit les chaises et les tables pendues comme ça au plafond. Parce que dans cet institut, il y a vraiment les matheux surdoués et ils cherchent à étudier comment poser, au lieu de poser les tables et les chaises sur le plancher, par terre, ils arrivent à les mettre au plancher. Au plafond, pardon, au plafond. C'est appliquer les mathématiques dans la vie quotidienne. Mais ça ne réduit pas notre souffrance. Et s'il calcule mal, ça peut tomber sur notre tête. Je regarde l'heure. Il faut que je laisse le temps à sœur Yang. Oui. Et ce qui me touche beaucoup aussi, c'est de voir la nature d'intérêt entre l'enseignant, l'élève et l'enseignement. Dans notre tradition, nous parlons aussi de la gratitude, premièrement envers nos parents qui nous ont mis au monde, et puis ensuite, gratitude envers nos enseignants, et puis gratitude envers nos amis qui nous soutiennent, qui nous aident. Et puis quatrièmement, gratitude envers tous les êtres, comme les arbres, les animaux, les minéraux. Et Tai a ajouté cinquièmement, gratitude envers ses étudiants. Parce que quand on a le cœur ouvert, quand on a une curiosité, on apprend de tout le monde. On apprend non seulement de son enseignant, mais on apprend de ses amis, de ses élèves, des enfants. Et donc, en même temps
nous jouons beaucoup de rôles. Rôle de l'enseignant, rôle d'ami, rôle d'élève. Et ainsi, il n'y a plus de barrière. On voit l'inter-être. Quand il n'y a plus de barrière, il y a une communication très profonde. Et c'est comme ça qu'on peut transmettre. Transmettre surtout sa vie, sa vision profonde, ses expériences vécues. Il y a un proverbe des Vietnamiens qui dit que ce sont nos enseignants qui nous offrent le savoir, les connaissances, mais ce sont nos amis qui nous aident à réussir. Nos amis ici, nous pouvons les appeler communauté ou sangha. Nos amis ici peuvent être un arbre ou une allée. Thay nous a parlé aussi de la pratique de la marche, un engagement ou un traité ou un contrat avec une allée. Si nous ne sommes pas encore habitués à marcher en pleine conscience tout le temps, nous choisissons une allée ou un escalier et nous signons un contrat avec cet escalier ou cette allée. Chaque fois que je marche sur cette distance, je me promets de marcher en pleine conscience. Et si j'oublie, je fais demi-tour. Et quand on arrive à marcher toujours en pleine conscience sur cette allée ou sur cet escalier, alors nous pouvons prolonger la distance. Nous pouvons prolonger, faire un autre contrat. Et Sœur Yarni va parler de comment construire la communauté, comment construire un groupe d'amis pour soutenir notre pratique. Parce que dans toutes les retraites, tous nos amis, avant de quitter la retraite, presque tout le monde pose la même question. Quand je rentre chez moi, comment je vais continuer cette pratique? Parce que ça va être très difficile, ce n'est pas pareil chez moi. Ici, nous sommes toute une communauté, nous faisons la même chose, nous pratiquons la même chose, nous allons sur le même chemin. Et c'est beaucoup plus facile. Mais quand je rentre chez moi, seule, comment je vais faire? Et Sœur Yarni va continuer le partage.